celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Aude. Donc, elle nous a rejoint, elle a rejoint l'équipe du musée depuis septembre. Alors, on s'est quand même vu, hein, parce qu'on arrive à se croiser au musée. Et elle travaille dans le cadre d'une formation, mais elle la définira mieux que moi, en Master 2. Et elle travaille très précisément sur un projet d'exposition. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, hein, ça sera pour sans doute 2023, mais exposition qui portera, alors est-ce qu'on dit le thème, On peut laisser la surprise, on peut j'en laisser parlerai la après. surprise. Donc, Allez, on laisse la surprise, tout à fait. Voilà. Et Aude, écoute, je te laisse commencer. Les questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Il y aura une possibilité évidemment de discussion après. Voilà, écoute, Aude, à toi pour une demi-heure. Hein. Très bien, alors je vais partager mon écran en premier. Comme ça, ce sera fait. Hop, non, c'est pas ça. Voilà, normalement, tout le monde voit mon écran, en tout cas, j'espère. Et donc, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici au musée. Donc, vous pouvez voir derrière moi. C'est le premier rendez-vous au musée. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et je vais, dans un premier temps, me présenter mes missions au musée, présenter les collections et le musée, l'histoire du musée en quelques mots. Puis, on viendra au point principal de cette conférence, qui est le prince Napoléon et ses expéditions de 1856. Alors, dans un premier temps, c'est bon. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Aude Barth. Je fais une formation en Master 2 pour la préparation des concours de conservateurs. Et j'ai rejoint le musée en septembre 2020. Donc là, vous pouvez voir le musée, l'entrée du musée, qui se trouve, pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de se rendre au musée, qui se trouve dans le 5e arrondissement, qui est tout près du Jardin du Luxembourg, boulevard Saint-Michel. Alors, ma formation, donc je viens d'une formation d'histoire, donc loin de la géologie, loin de la minéralogie, mais ma principale mission au musée depuis septembre, c'est d'organiser ou de commencer des recherches sur une exposition qui aura donc lieu en 2023, normalement, sur les contributeurs qui ont enrichi les collections de l'École des Mines. Donc, c'est la toute première fois qu'on en parle publiquement. Et dans ce cadre-là, le prince Napoléon, il a tout à fait sa place, puisque comme on va le voir, il a donné certains de ses échantillons, ou plutôt même toute sa collection, à l'École des Mines. Mais avant de parler du prince Napoléon, on va un peu parler de l'histoire des collections avec ce personnage que vous retrouvez également derrière moi, que je montrerai plutôt à la fin, quand j'enlèverai mon diaporama. Donc, ce personnage que vous avez en photographie, enfin plutôt en peinture, c'est Balthazar Georges Sage, qui est donc un minéralogiste et un chimiste français, mais qui est également le fondateur et le premier directeur de l'École royale des mines, qui a été fondée en 1783. Donc, ce minéralogiste, il est très proche du roi Louis XVI. Il donne d'ailleurs des cours publics de minéralogie. Et pendant ces cours, il se sert de sa collection, de son cabinet de minéralogie privé, pour faire un support pédagogique à ses élèves. Et donc, à l'ouverture de l'école, en 1783, à l'Hôtel de la Monnaie, il va mettre sa collection avec l'école et continuer un peu cette tradition de support pédagogique pour ses élèves. Alors, malheureusement, son expérience à l'École des Mines, elle ne va pas durer très longtemps puisque la Révolution française arrive et l'école ferme, mais réouvre la même année sous le nom de la Maison des Mines. Donc là, on a le Comité du salut public qui autorise l'achat de plusieurs collections privées et on considère que ces achats, c'est un acte fondateur des collections du musée. C'est à partir de ce moment-là également, à partir de 1794, que les collections changent également un peu de nature et on s'intéresse plus aux ressources naturelles et donc on crée des collections minières, des collections des ressources minières, donc à partir des mines et des localités. C'est encore quelque chose qu'on a actuellement encore au musée mais qu'on ne peut pas voir qui est dans les tiroirs. Alors comment on passe de quelques collections en 1794 à plus de 100 000 échantillons aujourd'hui au musée? Eh bien, ça passe par plusieurs enrichissements et plusieurs soit achats de collections privées, soit des donations, soit des collectes de terrain donc, pour les élèves, par les élèves et ainsi que par des ingénieurs. Et puis, on parle également d'expéditions.
Et là, dans cette catégorie, on va parler du coup du prince Napoléon, que vous voyez ici peint par Flandrin. Alors, on utilise le surnom de Plomplon, donc c'est un surnom qui est au début un peu affectif, qui vient de sa famille, qui vient du fait qu'il n'arrivait pas plus jeune à prononcer le nom Napoléon. Mais aujourd'hui, dans la presse, on peut voir qu'à l'époque, la presse utilisait ce nom et ça a tourné un peu en ridicule le prince. Donc, souvent, je vais continuer, moi, à dire des fois le prince Napoléon, des fois Plomplon. Alors, le prince Napoléon, il s'appelle Jérôme Napoléon Bonaparte. C'est le neveu de l'empereur Napoléon Ier ainsi que le cousin germain de l'empereur Napoléon III. Pardon. Son père a exactement le même nom que lui, donc il ne faut pas les confondre. Et il est intéressant pour nous puisque il est passionné de découvertes, passionné de sciences. Et donc, il va plusieurs fois partir pendant des expéditions. Il va être également nommé responsable de l'organisation de l'exposition universelle de 1855 et il va être responsable du pavillon français à Londres en 1862. Il est également militaire de formation, il participe à la guerre de Crimée et il a une place en politique puisqu'il est député de Corse et ministre plus tard de l'Algérie et des colonies. Alors, le 16 juin 1856, le prince Napoléon embarque avec toute son équipe sur la Reine Hortense, qui est un yacht assez mythique de l'empereur Napoléon III. Donc là, vous pouvez voir une photographie du même jour, en fait, du 16 juin 1856. Et si on jette un coup d'œil plus près, on voit qu'on a le prince Napoléon, enfin, on voit 4 personnes, dont le prince Napoléon, tout à droite, qui se tient fièrement et qui donc va bientôt partir. Alors, le prince Napoléon, il ne part pas tout seul, il part avec 4 autres bateaux. Donc, la Reine Hortense, là où il voyage lui-même, le Cocyte, le Perdrix et l'Artémis. Alors, on a la chance d'avoir une source qui est très précieuse pour nous, qui est le voyage dans les mers du Nord, que vous voyez la première de couverture à droite, que j'ai d'ailleurs également avec moi ici, et qui nous donne beaucoup d'informations sur les nombres de personnes qu'il y avait à bord. Donc, malheureusement, on ne connaît pas les personnes qui sont à bord du Perdrix et de l'Artémis, mais on sait que sur la Reine Hortense et le Cocyte, il y a en tout à peu près une quarantaine de personnes. Et donc, on va brièvement présenter certaines personnes, puisqu'il y a à bord des chirurgiens, il y a à bord des naturalistes, des capitaines, mais également des ingénieurs. Et là, on va s'intéresser à la figure de cette personne, qui est son compagnon de route, qui est Alexandre de Champourtois. Alors, de Champourtois, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais à l'école des mines, il était professeur et il était également conservateur du cabinet de minéralogie. C'est également un ami de Napoléon, puisqu'il est aussi son chef de cabinet au ministère de l'Algérie et des colonies. Et il va avoir un rôle assez important, puisque comme on va le voir sur les cartels des échantillons, on va voir qu'il y a marqué souvent collecté par de Champourtois. Donc lui, il a vraiment un rôle d'expertise, il a vraiment un rôle de géologue, de minéralogiste, et donc il va suivre un peu les directives de son ami. Alors la première étape de son long périple, c'est l'Écosse. Donc nous partons le 16 juin 1856 et il arrive donc en Écosse 2 jours plus tard. Alors ici, vous avez une carte schématique qui présente les grands points, les grandes dates et les grands lieux où il est allé. Alors, toutes les dates clés et les mots-clés les lieux clés ne sont pas forcément affichés. C'est pour ça que ici, on va vous présenter son premier arrêt qui est Édimbourg. Alors, Édimbourg, le prince Napoléon, il arrive le 18 juin et il visite dans un premier temps Arthur Seat. Donc là, vous voyez sur la gravure d'époque, Arthur Seat, c'est un ancien volcan qui culmine et qui domine totalement la ville d'Édimbourg. Et on peut le voir ici encore actuellement, une vue contemporaine. C'est intéressant de voir que tout le long de son périple, le prince Napoléon, il va vraiment s'intéresser à des grands paysages géologiques. Il visite des beaux lieux, des lieux très, qui sortent un peu du commun et qu'il n'y a pas forcément là où il vient. Et on a ici, par exemple, des grandes coulées basaltiques qui forment des grands plateaux. Donc ça l'intéresse beaucoup.
Et le principe, c'est qu'il va donc visiter ces grands lieux, visuellement très beaux, géologiquement très intéressants, et il va ramener les échantillons. Donc, pour Édimbourg, nous avons par exemple ce col Clomera, donc cette roche volcanique, accompagnée de cette petite étiquette d'époque, où, alors on ne peut pas malheureusement bien le voir, mais il y a marqué « collecté par de Champcourtois, don de Napoléon ». Donc là, on voit bien encore le lien et l'importance du rôle de Champcourtois dans ces collectes. On a encore une roche volcanique, accompagnée également toujours de cette petite étiquette. Et puis, à Édimbourg, il a fini de se balader et il décide de partir pour le nord. Donc, il va à Cromarty. À Cromarty, il attend la reine Hortense, la reine Hortense qui a fait donc le voyage d'Édimbourg. Et lui, pendant ce temps, il a fait un petit périple vers Aberdeen, Dundee, et il s'est arrêté à Cromarty. Et en attendant donc la reine Hortense, il a décidé de faire des petites collectes et il a donc ramené ici un calcaire. Et puis tout ce beau monde part pour l'Islande, qui est donc la deuxième étape, toujours en juillet 1856. Donc là, vous pouvez voir encore une gravure de voyage dans les mers du Nord. Et toujours encore des dates clés et la carte qui peut vous aider à vous repérer. Alors, le 30 juin, il arrive à Reykjavik, après 15 jours en mer. Et le lendemain, il débute sa longue expédition en Islande et il passe par... il veut rejoindre en fait Gésir. Alors Gésir, ça vous dit peut-être quelque chose puisque c'est tiré, on parle des geysers de Gésir, donc c'est les célèbres geysers, et c'est à 100 km. Donc là, on voit bien ici sa petite promenade à cheval plutôt, pardon, excusez-moi. Et au premier plan, on voit bien alors quelque chose d'assez intéressant pour nous, mais à l'époque, il n'en avait pas encore conscience. C'est un rift, donc c'est le rift d'Islande. Un rift, c'est un grand fossé entre deux plaques tectoniques. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir ici en vue contemporaine. Et normalement, c'est plutôt sous les océans, mais en Islande, on a cette vision terrestre. Et donc, c'est assez intéressant ici également de souligner cette petite gravure et ce point important parce que la théorie des plaques, des plaques tectoniques, elle viendra bien après, au XXe siècle. Donc lui, au XIXe siècle, il n'a aucune idée qu'il se promène sur un lieu géologique très important. Et donc, il arrive enfin à Gésir, donc à 100 km de Reykjavik. Et nous avons ici une fresque murale réalisée par Claude Sébastien Hugard qui se trouve au musée. Donc, si vous venez au musée, vous pourrez admirer cette belle fresque. Et c'est intéressant de souligner encore le fait qu'à l'époque, pour les géologues, c'était quand même quelque chose de grandiose de voir ces geysers. Et ça inspirait pas que les géologues, mais également les romantiques. Donc là, les artistes, on a aussi des poètes. Donc voilà, c'est quand même un point assez important. Alors malheureusement, on n'a pas d'échantillon de son petit périple entre Reykjavik et Gésir. Là, vous avez encore une photo contemporaine pour montrer bien, faire un parallèle entre les deux. Et puis, il prend la route pour aller à Jan Mayen, qui est une île. Et comme vous pouvez le voir, son expédition est avortée. Alors, avant ça, il s'arrête à Onundar, qui est le fjord d'Onundar, pour rejoindre un autre bateau, le Saxon. Et les deux bateaux partent donc ensemble pour Jan Mayen, mais malheureusement, à mi-chemin, le Saxon se prend de plein fouet un iceberg. Et donc, heureusement, ils ne finissent pas comme Titanic et ils reviennent sains et saufs à Reykjavik. Et là, le prince Napoléon décide de lui repartir et de visiter Undarfjord. Alors là, on a encore le lien avec ces grands plateaux du Nord, donc ces très beaux paysages. Donc là, on a Dyrafjord qui est à quelques kilomètres de Unandfjord, pardon. Et donc là, il va collecter plusieurs minéraux. Le premier, c'est un basalte. Vous avez ici.
ainsi qu'un basalte rouge qui est accompagné de sa étiquette d'époque, qui est un peu plus détaillée que les précédentes. Et pour finir, nous avons encore un basalte cristallisé de zéolite. Alors là, c'est intéressant de voir, on voit bien sur la photographie que la zéolite a cristallisé dans ces petites vacuoles. Donc c'est ça que le prince Napoléon était venu chercher. Et puis le 17 juillet, ils partent quelques jours après pour le Groenland, pardon. Et donc il va dans le sud du Groenland pour les mines de fer. Donc là encore, vous voyez qu'il part pour le Groenland. Et il va à Gotthard. Gotthard, c'est la capitale du Groenland qu'on appelle aujourd'hui Nuuk. Alors, à Gotthard, il y reste quelques jours, il fait un peu d'activité locale, et puis il décide d'aller dans le fjord d'Arsuk, qui est donc au sud de Nuuk, de Gotthard, et il visite la mine de cryolite d'Iviktut, qui se trouve dans le fjord d'Arsuk. Donc là, on a encore un dessin, une gravure qui vient du voyage dans les mers du Nord, où on voit des collecteurs dans cette mine. Et donc, la cryolite, à l'époque, elle est utilisée dans l'industrie de la céramique. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est intéressé par cette mine. Mais lui, il va également trouver et ramener d'autres échantillons. Donc là, vous avez encore une vue contemporaine d'Arsuk aujourd'hui, avec toujours cette idée de grand paysage géologique et le petit village Iviktut juste en bas. Donc, il va récupérer, collecter de la colombite. Avec ici, on a une pegmatite avec de la colombite et de la cryolite, ainsi que d'autres minerais. Encore une pegmatite avec différents assemblages et une pegmatite qui est avec de la colombite. Alors, la colombite, à l'époque, ce n'est pas beaucoup utilisé. Donc, c'est plus une curiosité minérale, mais c'est un minerai qui contient du fer, du tantal et du niobium. Et là, on a une version, enfin une pierre bien formée, un minéral bien formé de colombite. Et alors, pourquoi à droite, nous avons mis un microcondensateur et un téléphone? C'est parce que la colombite, si à l'époque, elle n'était pas utilisée, aujourd'hui, vous en avez tous sur vous, puisque ça sert dans les microcondensateurs des téléphones portables. Donc là, c'est encore un point important qu'il faut signaler, c'est qu'à l'époque, il ramène ces minéraux, mais il n'en voit pas forcément autant l'utilité que nous à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la colombite, donc le coltan, c'est un point assez sensible puisque son exploitation, elle entraîne beaucoup de conflits sérieux partout dans le monde et surtout, par exemple, on peut citer le Congo. Donc, c'est un point quand même qui est assez important de souligner. Là, on fait un petit aparté hors géologie, hors minéralogie, pour montrer également que le prince Napoléon, il n'est pas seulement venu faire un voyage scientifique, mais il est également venu faire un peu des activités locales. Donc là, il a fait la chasse à phoques au Groenland. On sait qu'en Écosse, il a visité des écoles. On sait qu'en Islande, il a rencontré les populations locales. Donc, il est vraiment aussi là pour représenter un peu sa famille, la famille impériale. Et donc là, j'ai sous les yeux le livre de Voyage dans les mers du Nord, qui est quand même un livre assez, il est assez gros quand même. Et donc, il raconte dedans vraiment tout le périple. Donc, il est vraiment intéressé, pas que forcément par la géologie. Puis, on arrive à la quatrième et à la dernière étape, qui est la Scandinavie. Donc là, il voyage en Norvège, Suède et Danemark. Alors, nous, on va se positionner et parler seulement de la Norvège et de la Suède, étant donné que nous n'avons malheureusement pas des minéraux du Danemark. Alors, il arrive en premier, le 23 août, il arrive à Bergen, en Norvège. Après être resté quelques jours, il décide de partir pour Arendal, qui est dans le sud. Donc là, vous avez le comté norvégien d'Agder, là où se trouve Arendal. Et Arendal, c'est très connu pour les mines de fer.
Alors, c'est des mines de fer qui sont fermées depuis plusieurs années, depuis 1975, mais qui ont ouvert au XVIe siècle, qui ont été exploitées au XVIe siècle. Et on estime qu'à l'époque, il y avait 400 mines individuelles. Donc lui, à l'époque, au XIXe siècle, il sait l'importance de cette mine. Et donc, il va récolter quelques échantillons. Donc là, vous avez encore une vie contemporaine. On n'a pas forcément mis des photos de mines, puisqu'aujourd'hui, elles n'ont plus vraiment d'intérêt. Et puis, il ramène donc une bambingtonite, qui est un minerai qui a été découvert à Rindal. Donc, on appelle ça une localité type. Ça veut dire que c'est la localité d'origine où a été trouvé le minéral. Donc là, c'est un minéral qui a été trouvé quelques années avant le voyage du prince Napoléon, en 1824. Et puis, il récolte également une antatite. Et puis, il part pour la Suède. Alors, il arrive à Göteborg le 6 septembre. Et après quelques jours également à Göteborg, qui est donc un peu plus bas que Stockholm, qui n'est pas marqué sur la carte. Il va à Stockholm, il voyage un peu en canot sur le canal. Et puis, il visite Ytterby. Alors, Ytterby, pour les géologues, c'est très connu, puisque c'est un lieu avec de nombreuses découvertes minéralogiques, dont des éléments des 7 terres rares. Les 7 terres rares que vous pouvez trouver ici sur le tableau de Mendeleïev. Et donc, il s'intéresse à ces 7 terres rares, dont ytterbium, gadolinium, holmium, scadium, yttrium, erbium, thulium et terbium. Et j'ai souligné en gras, et c'était pour vous montrer le lien avec Ytterby. Alors, plusieurs de ces découvertes, les terres rares, elles ont été faites au cours du 19e siècle, un peu avant également le voyage de Plomplon. Donc, ces éléments chimiques, il savait qu'il allait les reprendre. Et il ne s'est pas trompé puisqu'il a ramené une hydrotantalite. Et là, vous voyez bien que hydro vient également de Ytterby. Et puis, depuis la Suède, il va donc au Danemark. Et donc là, on ne présente pas malheureusement le Danemark. Puis, il rentre le 6 octobre 1856 au Havre. Donc, point de retour, il revient au Havre. Il a voyagé 5 mois. Et quand il rentre en France, il récupère donc tous ces échantillons pour les mettre là où, à son lieu de résidence, qui est le Palais Royal. Donc là, on peut donc du coup maintenant se demander comment tous ces échantillons sont arrivés à l'école des mines. Eh bien, c'est tout simple puisqu'il a lui-même donné ces échantillons. Donc là, on a des lettres qui datent du 21 février 1868. On a une copie. On a la copie de la lettre de Plomplon, mais également la lettre du directeur, de la réponse du directeur. Sa collection, elle arrive donc à l'école plusieurs années après. Et si on se rapproche un peu plus et qu'on lit plus précisément la lettre, on voit bien qu'il connaît bien l'intérêt scientifique et l'intérêt pédagogique de nos collections, enfin des collections de l'école des mines, puisqu'il dit, je crois qu'il aurait certains intérêts scientifiques et qu'il saurait être mieux placé qu'à l'école des mines. Donc, on voit bien que les collections, elles vont encore servir comme support pour des cours de géologie. Donc, c'est pour ça qu'il donne à l'école des mines ses collections. La même année, ou le même mois, il donne également sa collection zoologique au Muséum de Paris. Alors, ce qu'il ne dit pas dans la lettre, c'est que pourquoi il donne vraiment ses collections. Alors, ce n'est pas par charité, mais c'est parce que quelques temps avant, il déménage et part s'exiler sur le lac Léman, au lac Léman. Alors, on sait qu'il était surnommé le prince de la montagne, le prince de montagne, parce qu'il avait des idées, le prince Napoléon, avec des idées un peu à gauche, anticléricales. Ça n'a pas beaucoup plu à son cousin, donc l'empereur Napoléon III. Et après un discours favorable à un empire plus libéral, il s'est fait quelque peu exiler, il est déchu de la famille impériale et donc il part sans ses collections s'exiler. Alors, pour conclure, on va un peu parler des échantillons qu'il a ramenés et l'importance qu'ils ont au musée actuellement. Donc, c'est vraiment des échantillons très précieux puisque
Ce sont des échantillons qui ont été collectés il y a des siècles. Et certains éléments, ils contiennent des éléments qu'on ne pouvait pas forcément à l'époque analyser et qu'aujourd'hui, on peut percevoir leur utilité. On a dit le coltan, par exemple, qu'aujourd'hui, on peut s'en servir pour les composants électroniques. À l'époque, ce n'était pas vraiment le cas. Donc, aujourd'hui, on est en capacité de vraiment se servir de ces échantillons pour de la recherche. Et on n'est pas obligé de revenir en Islande, en Norvège, pour retrouver ces échantillons, puisqu'ils sont directement ici. Alors, j'ai mis, pour conclure un peu sur le prince Napoléon, on va parler un peu de sa passion pour l'Italie, puisque c'est également là-bas qu'il a fait d'autres expéditions. On a ici répétition du joueur de flûte de la femme de Diobède chez le prince Napoléon, qui est donc un tableau de Gustave Boulanger. Et Plomplon était passionné par l'Italie et part plusieurs fois en expédition là-bas et va se faire construire de son retour à Paris une villa, une maison pompéienne qui est inspirée de la villa Diobède qui a été découverte en 1771. Donc, il fait construire cette maison et il l'a fait construire avenue Montaigne à Paris, mais il l'a fait également construire pour une raison particulière. Elle est destinée à sa maîtresse, la tragédienne italienne Rachel, qui malheureusement ne va pas pouvoir voir la fin du travaux puisqu'elle décède quelque peu de temps avant. Mais lui, il va vraiment continuer à entretenir des fêtes antiques, à faire des représentations. Et c'est intéressant parce que nous avons en fait des nombreux échantillons de ces voyages en Italie. Donc là, il date de 1862 et il vient exactement de Pompéi, du Vésuve. Voilà, donc ça, c'était un peu pour illustrer sa passion. Alors la maison pompéienne, malheureusement, vous ne pouvez plus la visiter aujourd'hui. Elle a été ouverte pour l'exposition universelle en 1867, donc après l'exil du prince Napoléon. Elle a été démolie en 1891, donc on ne peut plus la visiter de nouveau. C'était juste ici pour vous présenter en fait d'autres possibilités et on pourra parler des heures de la passion de l'Italie pour Plomplon, mais j'espère que ça fera un sujet d'un deuxième ou d'un troisième rendez-vous au musée. Et si vous avez la moindre question, ben, c'est à vous. Merci beaucoup Aude pour cette présentation. Je t'invite à départager ton écran, comme ça nous permet de se voir tous un petit peu de visuel. Alors, je sais qu'avec Didier, on a essayé pas mal de répondre aux petites questions qui arrivaient pour soulager, mais n'hésitez pas à en remettre ici dans le Q&A. Je vais vous faire apparaître un petit questionnaire pour savoir si vous avez eu des problèmes de connexion ou si vous avez apprécié la séance d'aujourd'hui, si vous voulez en savoir plus. Donc, n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire qui va s'afficher. Ça va être un petit peu plus parlant, ça va nous aider à éventuellement continuer ce genre de série, savoir si ça vous a plu, l'horaire vous a convenu et si vous n'avez pas eu trop de problèmes pour vous connecter. Je vois que Guillaume Glorieux a une question à laquelle nous n'avons pas encore eu le temps de répondre. Aude, je vais la poser pour tout le monde. Cette expédition a-t-elle été organisée à la propre initiative du prince Napoléon ou est-elle le fruit d'une commande, comme les grandes expéditions scientifiques de l'Ancien Régime, celle de la Pérouse par exemple? Est-ce que tu as une réponse à cette question? Alors, on a le seul source dont je dispose, c'est donc, alors je ne l'ai pas montré, mais c'est donc le bel ouvrage que nous avons, qui est écrit par son ami. Alors, ça va être un peu compliqué de le montrer. Et c'est la seule source que nous avons. Donc, dedans, il n'explique pas le pourquoi il n'explique pas pourquoi il voyage vraiment. Donc, on ne sait pas si c'est dans son initiative ou si c'est une commande. Peut-être qu'on trouvera d'autres sources également, mais d'après mes recherches, pour l'instant, on sait juste qu'il était passionné d'expédition et qu'il a voulu, lui, partir en expédition avec de Champ-Courtois. Très bien. Il y a Monsieur Dimitri Pérez également qui avait quelques petites questions et Didier a pas mal répondu, mais je vais les relire ici pour tout le monde. Justement, ce qui avait motivé le prince Napoléon dans ces expéditions, ça revenait un petit peu à la même question. Pourquoi le Nord, d'autant que le ministre d'Algérie, ce n'était pas vraiment la même direction?
Donc, Didier avait déjà un petit peu répondu en disant que le prince Napoléon a fait de nombreux voyages et c'est celui qui était le plus célèbre. Et surtout pour nous, on avait pas mal d'échantillons qui venaient d'ici, quoi. Je ne sais pas, Aude, si tu avais quelque chose à rajouter sur cette… Non, pas du tout. Mais comme je l'ai dit, on a d'autres échantillons. On a l'Égypte. Alors l'Égypte, on a un peu moins d'échantillons, mais on a également aussi les États-Unis et l'Italie. Ce que j'ai oublié de préciser et qui était marqué dans le PowerPoint, c'est que nous avons 250 échantillons qui ont été donnés par Napoléon. Alors, on ne sait pas vraiment, on en a peut-être beaucoup plus également, mais on a aussi 90 échantillons qui proviennent du Nord. Donc là, c'est la plus grosse partie des échantillons qu'on a proviennent de cette expédition. C'est aussi pour ça qu'on a choisi, puisqu'on avait des belles sources. Oui, voilà, et une petite précision, c'est vrai que quand là, les catalogues de la collection ont été faits, nous, on n'a pas retrouvé de catalogue entier des échantillons listés en tant que Napoléon. Donc, en fait, les échantillons arrivaient déjà avec un cartel. Et donc, quand on a rentré ces échantillons dans la base de données, généralement, on essaie de rentrer le donateur, son nom et l'époque à laquelle il a été collecté et arrivé en collection. Mais quand le travail de mise en catalogue a été fait il y a maintenant 20 ou 30 ans, toutes les informations n'étaient pas forcément toutes enregistrées. Donc, on redécouvre peu à peu, en ouvrant les tiroirs, des cartels avec, par exemple, le soufre que vous avez présenté, Aude, tout à la fin. Ça, c'était un minéral qui n'était pas mis dans la collection de Napoléon. Et pourtant, Aude a parlé de geysers, que Napoléon Pompon est allé à Gézir pour voir les geysers et on n'aurait pas de geysérite dans notre collection. Je pense que là, on va fouiller un petit peu ça quand on sera de retour au musée. Je suis sûre qu'en fouillant bien, on va trouver une geysérite donnée par Napoléon parce que là, vraiment, obligatoirement incontournable, quoi. Il y avait une petite question, je pense que ça de Françoise Tardy-Carrière, peut-être utile à tout le monde. Elle demandait ce que c'était que le mésotype. Alors c'est vrai qu'on l'avait mis entre guillemets. Le mésotype, c'est un vieux nom qui n'est plus utilisé pour quelques éolites du genre les natrolites, toutes ces éolites, en fait, tout ce qui cristallise à l'intérieur de ces petites vacuoles des basaltes généralement. Voilà pour moi ce que j'ai vu. Didier, est-ce que tu avais vu passer d'autres questions ? Oui, il y en a deux autres qui sont arrivés. On demande s'il il avait une formation géologique, le prince Napoléon. Alors, ça, j'en suis pas sûr, à moins que Aude nous dise qu'il a suivi des cours de géologie. Mais en tout cas, il avait pris son géologue sous son bras, hein, avec De Champ-Courtois. C'était quand même quelqu'un de très, très, très bien placé, de très bon conseiller, parce que ce que l'on voit en plus, et Aude l'a très bien dit, c'est qu'ils vont à des endroits tout à fait particuliers. C'est là où il y a eu des découvertes. Et c'est là où il se fera des découvertes. C'est ça qui est fascinant dans ce voyage-là, tout particulièrement, puisque ce prince Napoléon avec De Champ-Courtois, eh bien, il passe sur des endroits, on a parlé d'Ytterby, on a parlé du grand rift d'Islande, on a parlé de la Norvège, sur des lieux qui encore aujourd'hui parlent aux géologues et sont encore l'objet de découvertes. Donc il y a vraiment un lien avec notre préoccupation d'aujourd'hui, parce que le prince Napoléon ne savait pas que le Tantale allait se retrouver dans les portables. Le prince Napoléon ne savait pas que le rift sur lequel il marchait était une zone qui était la frontière entre deux plaques tectoniques. Il ne savait pas qu'à Ytterby, les substances dites terres rares qu'on allait découvrir, alors toutes n'étaient pas encore découvertes, mais certaines avaient déjà été découvertes, puis il y en aura d'autres par la suite, allaient avoir une utilisation au XXIe siècle incroyable dans toutes les nouvelles technologies. Mais on voit ce lien, on voit cette vision, ce besoin de curiosité et d'aller presque au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et ça fait évidemment le lien avec aujourd'hui. Et ces échantillons ont ce caractère historique, mais aussi ont toujours cette force scientifique, parce que analyser les échantillons que De Champ-Courtois et le prince Napoléon ont ramenés, c'est aussi contribuer à la connaissance des gisements. Voilà, mais ça, Aude l'a très bien dit. Puis également aussi, là on parle de géologie, mais on sait qu'il est parti avec un naturaliste. Donc on sait très bien qu'on pourrait faire exactement le même travail sur sa collection naturelle qui est partie au muséum. Donc nous, on n'a pas tout ça, mais je
pense pas qu'il avait plus le rôle de commanditaire et il gérait plus son équipe. Et donc, de Champ-Courtois et le naturaliste, il y avait encore un autre ingénieur qui était plus là en tant que personne qui connaissait les sujets dont la géologie. Voilà, et du coup, ça fait une parfaite transition. Aude, tu réponds à la question de monsieur Dimitri Pérez. Avec quel scientifique avait-il fait des expéditions? Donc là, je pense que de Champ-Courtois est évidemment, en tout cas pour nous, en géologie, minéralogie, la personne principale. Oui. Alors on s'est intéressé à De Champ-Courtois parce que forcément, il vient de l'école des mines. Dans l'ouvrage qui parle de son expédition, il y a les noms. Alors, je ne les ai pas marqués parce qu'on ne les a pas présentés, mais je pourrais très bien vous les communiquer puisqu'il en parle dans les ouvrages. Du coup, je vais vous mettre l'adresse du musée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse du musée, une adresse email comme ça. N'hésitez pas si par la suite vous voulez. Comme toutes ces grandes expéditions naturalistes, on s'intéresse à tout et on croise tout. Et il y a aussi la version humaniste, puisqu'il y a des descriptions ethnographiques. Et puis, on découvre ce prince Napoléon comme vraiment quelqu'un. Alors, il est un peu ridicule avec son surnom Plomb-Plomb, hein, mais en même temps, c'est un personnage tout à fait étonnant qui va même jusqu'à, on en discutait hier avec Aude, moi je découvre, hein, je ne suis pas historien, hein, mais s'il est parti en exil, c'est parce que ce qu'il pensait, ce qu'il disait ne correspondait pas tout à fait à l'idée que faisait du pouvoir son cousin, Napoléon III. Donc c'est un homme libre, c'est un homme qui pense, il a des pensées qui sont pas révolutionnaires, mais en tout cas qui sont suffisantes et il y tient pour le faire exiler. Donc c'est un homme de conviction. Voilà, c'est ce à quoi amène la curiosité, j'imagine. Et elle est universelle, hein, évidemment, il n'y a pas que les cailloux dans la vie. Oui, tout à fait. Alors, juste pour vous préciser également, parce que quand il y a des grosses donations comme ça, de fait, là, clairement, ce qu'avait dit Aude, c'est que Napoléon ne souhaitait pas, le prince Napoléon ne souhaitait pas que sa collection soit divisée. Donc, elle est en effet entièrement à l'école des mines. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir également qu'il y a la majeure partie de sa collection a été préservée justement par localité, parce que justement, il a collecté à l'intérieur des mines. Donc vraiment, là, quand vous ouvrez de nouveau les tiroirs, vous avez l'inventaire des mines en 1856. Donc, si vous voulez retrouver, savoir si le gisement de colombite qui est en Islande ou en Groenland, c'est ça, Aude? Norvège, bon, voilà, forcément, c'est le troisième. Oui. Est-ce qu'il serait viable actuellement? Est-ce que c'est un gisement qui est potentiellement utilisable pour extraire du tantal, du niobium ou d'autres substances? Et donc là, potentiellement, on a vraiment, en ouvrant juste le tiroir qui correspond à la mine de cette expédition du prince Napoléon, on aurait la réponse à cette question. Donc là, c'est vraiment les roches qui ont été préservées par tiroir, par localité, et certainement, après, notre collection, elle se présente également de façon systématique, donc une collection par localité, une collection par systématique, c'est-à-dire que les minéraux sont rangés par espèces à l'intérieur de grandes familles de minéraux. Donc là, c'est pour ça qu'on a retrouvé du soufre dans la collection systématique qui provient de Napoléon. C'est pour ça que je vous parlais aussi certainement de Gézérite qui proviendrait également de ces expéditions-là. Donc, on a préservé cette histoire à l'intérieur de la collection de l'école des mines qui est par localité, mais également plus tard, la collection a été réaménagée pour mettre en valeur la diversité du monde minéral. Alors, entre-temps, sont intervenus deux autres commentaires, notamment de Marie Valanet. Bonjour Marie, merci de nous suivre, de l'École des Arts Geôliers, hein, avec lesquels on travaille, et la future exposition sur laquelle travaille Aude sera évidemment en relation avec cette école. Elle nous signale qu'Alexandre Dumas a été embarqué dans des voyages, je ne sais pas exactement lequel, avec le prince Napoléon. Et par ailleurs, elle nous pose une question, ça par contre, je ne sais pas y répondre, peut-être Aude, y avait-il des journalistes, enfin comment ensuite, à part cette publication évidemment de cet ouvrage, quelle suite en termes de communication, si on peut dire, à cette aventure? Est-ce qu'il y avait des... Alors, à ma connaissance, on a la seule publication, vraiment, c'est celle-ci. Alors, peut-être qu'il y a des documents de presse.
Ça, malheureusement, je n'ai pas vérifié, mais tout est raconté et détaillé dans l'ouvrage. Et l'ouvrage, il est publié en 1857, donc vraiment une année après. Je pense, alors ça, ce n'est que mon avis, mais je pense qu'il a été, c'est la seule communication qu'il y a autour. En fait, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que l'ouvrage, il se découpe avec des parties, donc le récit, puis après, il y a une grosse partie aussi sur la géologie, avec vraiment des descriptifs scientifiques. Donc, ça sert autant aussi pour les scientifiques. Donc, c'est à mon sens et à ma seule connaissance pour le moment la seule source que nous avons. Et j'ai oublié de parler aussi des lettres des personnes qui étaient à bord et des sortes de journaux intimes. Donc on sait que, alors je n'ai pas montré ça, mais en source, on a également des journaux intimes et des lettres des personnes qui étaient à bord, donc des lieutenants, le capitaine de la Reine Hortense. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on arrive à retracer aussi bien avec des heures précises et avec des dates précises son trajet. Parce que tout ça est marqué autant dans le livre que j'ai ici, mais également dans les lettres. Mais ce n'est pas vraiment une publication après, ce n'est pas vraiment des communications après. Très bien. Alors, juste une petite précision, je vois avant d'oublier le message de Jean-Benoît qui demande si tu connais le musée Napoléon à côté de Constance. Alors, moi, personnellement, avant de passer la parole à Aude, je ne le connais pas. Si vous pouvez nous mettre en relation avec le conservateur, oui, avec joie, envoyez-nous une petite adresse à l'email du musée, ce serait vraiment super sympa. Et Aude, je ne sais pas si tu le connais, du coup, le musée. Non, je ne connais pas du tout. Donc, ravie de pouvoir en apprendre plus. Donc, si on peut avoir des liens, pas de souci. Merci beaucoup, du coup. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour des principales questions. Encore une fois, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Merci, tu as les remerciements de beaucoup de monde, Aude. Donc, merci pour ta première présentation au musée. J'ai l'impression que d'après ce que je vois dans le pôle que j'ai fait, souhaitez-vous avoir d'autres présentations sur le thème de la collection du musée? J'ai 100% de oui. Ah, okay. Sachant que 53% des personnes ont voté. Je crois qu'Aude, peut-être es-tu partie pour une petite série de conférences sur le sujet. Donc, comme elle vous l'a présenté, là, on a choisi tous ensemble de commencer cette série par le thème des expéditions. Donc, comment on a acquis certains échantillons. Donc, sachant qu'il y a d'autres façons de donner des échantillons. Il y a eu des achats, il y a eu des échanges, il y a eu des missions sur le terrain par des professeurs de l'école des mines, des ingénieurs de l'école des mines qui ont été dispatchés dans le monde entier pour ouvrir des mines et du coup renvoyer des échantillons. Donc, il y a beaucoup de sujets. C'est un petit peu sur quoi Aude travaille pendant son apprentissage ici au musée. Donc, si ça vous a intéressé, si vous êtes d'accord, on va peut-être remettre ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, voilà, on a choisi Napoléon parce que si on avait une grande documentation sur lui, on a de la chance d'avoir plein de sources. Donc, on a encore d'autres personnes qu'on peut présenter avec des belles sources et des beaux minéraux également. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Voilà, c'était vraiment une belle première. Bravo Aude, parce que oui, c'était là l'épreuve du feu. Hein, c'était la première fois qu'elle faisait une présentation de cette nature. Je crois qu'elle s'en est très bien sortie. Autre indice, personne ne s'est sauvé, Aude. Je regardais le compteur, bon, y compris pendant la discussion, c'est dire que ça a intéressé les gens. Et est-ce que Michel est encore derrière toi? Alors, il n'est pas derrière moi, mais il est dans son bureau. Voilà, il y a d'autres personnes derrière la scène ici. Hein. Nous, on est de notre côté chez nous avec Didier, mais il y a Michel Le Chartier qui est au musée et Farida qui n'est pas au musée, Farida Maouche qui n'est pas au musée aujourd'hui, mais qui continue également activement le travail sur la collection des gemmes en ce moment. On a une belle petite collection de gemmes, on n'a pas que des roches et des minéraux. Donc voilà un petit peu le travail qui se fait derrière la scène pendant que le musée est fermé. Et nous l'espérons, va bientôt réouvrir. Croisons tous les doigts. Et donc, du coup, on va vous dire, on espère à très bientôt de visu, ou sinon, on va continuer ces petits genres de conférences en attendant. Merci à tous. Et la conférence, oui, ensuite, elle a été enregistrée, donc elle sera visible. Vous pourrez la revoir et transférer l'information pour ceux qui n'ont pas pu la suivre. Elle sera sur YouTube, elle sera il y aura un lien Facebook aussi, oui. Voilà. Et sur notre site également, j'imagine. Il y aura le lien. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, à très bientôt et merci encore, Aude, et merci à tous.
Mais merci à tout le très monde et bientôt. j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir. Merci, au revoir.